L'intérêt de la médecine et de la science de rétablir la vérité, de dire ce qui est bien dans le jeûne intermittent, ce qui est moins bien dans le jeûne intermittent, pour que les personnes qui sont intéressées par ce jeûne intermittent et aujourd'hui notamment par le ramadan qui est le prototype du jeûne intermittent puissent le faire le mieux possible. Pour le ramadan dans le cadre de la religion, pour moi dans le cadre de la science et de la médecine. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé, bonjour, bienvenue, bon ramadan. Mon invité ce matin est le professeur Gabriel Perlemuter. Vous êtes le bienvenu. Bonjour Philippe, et puis comme c'est le début, je voulais souhaiter à tous vos auditeurs un ramadan moubarak aujourd'hui. Oh bah dites donc, vous m'étonnez professeur. Pourquoi je vous étonne ? Vous m'étonnez toujours. Okay, très donc bien. Ça serait, on pourrait faire une émission dessus. Mais vous m'étonnez souvent en tout cas. Chef de service hépato-gastro-entérologie et nutrition à l'hôpital Antoine Declercq à Clamart. Vous êtes aussi nutritionniste et vous publiez Jeûner en mangeant, toutes les questions que l'on se pose sur le jeûne intermittent chez Flammarion. Alors c'est un livre qui s'appuie sur les dernières recherches scientifiques sur le jeûne intermittent. Il y en a énormément des recherches. Il n'y en a jamais eu autant d'ailleurs sur que ce soit sur le jeûne intermittent que sur le jeûne thérapeutique. Pourquoi la communauté scientifique a tellement de problèmes avec la question du jeûne ? C'est quand même pas un sujet comme les autres. Alors, je ne sais pas si la communauté a actuellement encore beaucoup de problèmes, parce que quand on regarde par exemple sur le site américain clinicaltrial.org, où quand on souhaite publier une étude scientifique, on est obligé de la référencer sur ce site, où qu'on soit dans le monde, pour publier dans un bon journal, il y a énormément d'études en cours sur l'alimentation et également sur le jeûne. Ce qui veut dire que la science, la médecine s'intéresse au jeûne intermittent. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'amalgames qui ont été faits qui expliquent une certaine réticence. Par exemple, il y a des amalgames qui sont faits entre le jeûne et la dénutrition. On peut très bien jeûner sans être dénutri. Il y a des amalgames qui sont faits également entre le jeûne prolongé et la dénutrition. Il y a aussi le fait que ce sont des nouveaux concepts. Alors c'est pas si nouveau que ça. C'est pas si nouveau que ça, mais par rapport l'histoire du jeûne, oui. Vous avez raison, mais ce sont des nouveaux concepts en termes de ce qu'on enseigne à l'université, et c'est compliqué de sortir de sa zone de confort. Et il y a aussi beaucoup de mensonges, de contre-vérités, d'idées, d'opinions qui ne sont pas fondées scientifiquement, qui sont légion sur les réseaux sociaux, et par conséquent, les autorités scientifiques qui aiment avoir et qui ont la connaissance s'opposent à ce qui est exprimé sur les réseaux sociaux. Ce sont plus des opinions qu'un raisonnement scientifique. Et je pense que c'est justement le contraire, l'intérêt de la médecine et de la science de rétablir la vérité, de dire ce qui est bien dans le jeûne intermittent, ce qui est moins bien dans le jeûne intermittent, pour que les personnes qui sont intéressées par ce jeûne intermittent et aujourd'hui notamment par le ramadan qui est le prototype du jeûne intermittent puissent le faire. Ah, vous l'avez dit, ça y est. Je voulais le dire, mais vous l'avez dit avant moi. Puissent le faire le mieux possible pour le ramadan dans le cadre de la religion, pour moi dans le cadre de la science et de la médecine. La différence, c'est que le jeûne du mois de ramadan est un jeûne sec. Il y a plusieurs différences. Il y a d'une part, c'est un jeûne sec, donc il n'y a pas d'alimentation. C'est une seule fois par an. Sec et pas d'hydratation. Sec, par définition, pas d'hydratation, c'est ça, c'est une seule fois par an. Et les horaires du jeûne intermittent sont variables en fonction des saisons. Si vous faites votre jeûne intermittent en été, vous allez manger beaucoup plus tard, voire la nuit. Si vous le faites en hiver, actuellement fin de l'hiver, la période de restriction alimentaire en boisson va être plus courte. Donc on est sur du 13h quand même. Ce qui est pas mal déjà pour un jeûne. Ce qui est beaucoup pour un jeûne, mais si vous faites par exemple en été et vous allez avoir une restriction hydrique beaucoup plus longue et vous allez avoir votre dîner beaucoup plus tard puisque le soleil se couche tard en été, surtout avec le décalage horaire par rapport à Greenwich, eh bien les conséquences sur le métabolisme peuvent être différentes. Mais quand on parle de jeûne intermittent tel que vous le pratiquez, puisque vous avez supprimé le petit déjeuner il y a déjà plusieurs... Non, pas du tout, pas le petit déjeuner. Et ça, on peut en parler, je ne supprime jamais le petit déjeuner. C'est pas le petit déjeuner que vous supprimez, c'est le déjeuner que vous supprimez. Idéalement, c'est le dîner qu'il faut alléger ou supprimer pour des raisons sociales, familiales. Moi, c'est le déjeuner que j'ai supprimé. Et comme on fait de la médecine individualisée,
normalement c'est le dîner, je vérifie sur mon bilan biologique que c'est intelligent que ce que je fais et que c'est pas néfaste. Ouais. Mais le jeûne intermittent, c'est un jeûne où on boit. Et le jeûne intermittent est un jeûne où on boit, et même le jeûne intermittent n'est pas forcément un jeûne avec une restriction absolue. On peut très bien considérer que quand on prend juste des légumes, en particulier le soir, 200, 300 calories de légumes, c'est un peu comme un jeûne. On est encore en jeûne. On n'est pas en jeûne dans le sens religieux ou vraiment scientifique, puisque on mange, mais néanmoins en termes métaboliques, on ne va pas avoir une élévation de l'insuline, on ne va pas avoir une élévation de la glycémie, et les conséquences vont être voisines en termes métaboliques d'un jeûne complet. Beaucoup se demandent, et beaucoup qui jeûnent là, depuis 48 heures se demandent ce qui se passe à l'intérieur de leur corps quand ils jeûnent sur une durée de 13 heures, qu'ils ne mangent pas et qu'ils ne boivent pas. Qu'est-ce qui se passe ? Et qu'en plus, ils travaillent, ils ont une activité physique, absolument. Donc, on peut, quand vous jeûnez, vous avez toujours besoin que votre organisme fonctionne. Par exemple, on jeûne naturellement la nuit. Pour que l'essence de l'organisme, c'est le sucre. Le glucose, le taux de sucre qu'on a dans le sang qui doit rester relativement stable entre 0,80 g et 1,20 g. Comme on jeûne, on n'apporte plus ce sucre. Donc l'organisme doit en produire. Il va en produire à partir du foie qui a des réserves qu'on appelle en glycogène. Et donc il va y avoir une destruction de ce glycogène, un gros mot qu'on appelle la glycogénolyse, pour produire à partir de ce sucre qui est stocké dans le foie, également un peu dans le muscle, du sucre pour maintenir notre taux de sucre normal dans le sang. Et on a globalement des réserves en glycogène, donc en sucre dans notre foie, qui vont nous permettre de tenir, en fonction des personnes, entre 12 et 16 heures. Et puis après, ce stock va être éliminé. Donc l'organisme va être obligé de produire de l'énergie, du sucre, à partir d'autres composants, puisqu'il n'y a plus de stock en sucre. Ça va être le gras. Et donc c'est une des raisons pour laquelle quand on fait un jeûne, on va commencer à puiser après un certain temps sur les réserves en graisse. Et puis c'est le muscle, les protéines, et c'est également la raison pour laquelle, à partir d'un certain temps de jeûne, on va également aboutir à pas une destruction, mais au fait que les protéines qu'on a dans le muscle vont être utilisées pour produire du sucre. Et donc, si on fait un jeûne trop long sans activité physique, on va perdre du muscle, et c'est probablement un des amalgames qui est fait entre le jeûne, la dénutrition et l'effet néfaste du jeûne. La fameuse perte de muscle, parce qu'on accuse notamment le jeûne, alors le jeûne et le jeûne intermittent, d'être responsables d'une perte de muscle. Et c'est la raison pour laquelle, quand on fait un jeûne intermittent, il faut stimuler les cellules souches musculaires pour ne pas perdre de muscle et avoir, pas forcément du sport, mais une certaine activité physique. Et c'est également la raison pour laquelle certaines personnes ne doivent pas faire du jeûne intermittent à partir d'un certain âge, parce que une personne âgée qui a naturellement une perte de muscle liée à son vieillissement risque de perdre encore plus de muscles. Lu dans votre livre, pour que les effets du jeûne se fassent ressentir dans notre organisme, il suffit qu'il dépasse 12 heures. Notre production de corps cétoniques commence alors à se mettre en route. Qu'est-ce qu'on appelle les corps cétoniques et pourquoi c'est bon pour l'organisme ? Alors, les corps cétoniques, c'est en fait un ersatz de sucre qui permet à notre corps de fonctionner en période de jeûne, puisqu'il n'y a plus cette réserve en sucre. Ces corps cétoniques, acétoacétate, bêta-hydroxybutyrate, acétone, vont avoir des effets anti-inflammatoires et anticancéreux. Ces corps cétoniques commencent à être produits par l'organisme après, en fonction des personnes, 12 à 16 heures de jeûne, et quand on se réalimente, il va y avoir une diminution de la production de ces corps cétoniques. Et c'est un des mécanismes par lesquels le jeûne peut avoir un effet bénéfique sur notre organisme est lié à la production de ces corps cétoniques. Au début, quand on commence à produire, on n'a pas l'habitude de ces corps cétoniques, on va avoir une haleine un peu odeur de pomme pourrie, on peut avoir un peu mal au ventre, on peut avoir un peu mal à la tête.
Et puis au bout d'un certain temps, on s'habitue et on peut même avoir, les personnes qui font du jeûne prolongé rapportent une certaine euphorie qui peut apparaître, sans savoir si c'est vraiment une corrélation ou la causalité. Une des raisons, à mon avis, pour laquelle aussi certaines personnes s'opposent au jeûne, c'est que quelqu'un qui a un diabète à l'insuline, un diabète de type 1, quand il n'a plus d'insuline, va produire une grande quantité de corps cétonique puisqu'il ne peut plus utiliser son sucre. Mais dans ce cas-là, les corps cétoniques vont être associés à la production d'acide. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'acidocétose du diabète. Or, dans le jeûne intermittent, il y a effectivement production de corps cétonique, mais pas d'acide. C'est aussi une des raisons pour laquelle les personnes qui ont un diabète de type 1 ne doivent pas faire de jeûne intermittent. Oui. Et sont vraiment contre-indiqués pour le jeûne du mois de Ramadan. Absolument. Diabète de type 1. Alors, on parle du jeûne intermittent avec mon invité ce matin, le professeur Gabriel Perlemutter. Votre dernier jour, votre dernier livre. Oh, merci Philippe. Non, c'est pas votre dernier jour. Enfin, si Dieu le veut. Donc, Jeûner en mangeant, c'est le titre de votre dernier livre. Toutes les questions que l'on se pose sur le jeûne intermittent chez Flammarion. Vous avez compilé beaucoup d'études, les dernières études scientifiques sur le jeûne intermittent, et vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a beaucoup. On parlait des corps cétoniques tout à l'heure. Est-ce qu'on produit les corps cétoniques dès le premier jour de jeûne ou il faut attendre plusieurs jours ? Non, dès la fin du premier jour de jeûne, on arrive à 12 heures de jeûne, on va commencer à produire des corps cétoniques, 12 heures, 14 heures, 16 heures. Quand j'enseigne ça à mes étudiants en médecine, on leur dit que c'est à partir de 12 à 16 heures qu'on commence à produire des corps cétoniques. Donc non, dès le premier jour, on va en produire, et puis dès qu'on va se réalimenter, il va y avoir une sécrétion d'insuline, un effet lié à la carence en sucre qui va aboutir à une chute brutale de la production de corps cétoniques. Vous expliquez dans votre livre qu'un organisme qui jeûne est en catabolisme et dès que la première bouchée de nourriture, l'organisme passe instantanément dans ce qu'on appelle le mode anaboliste. Absolument, puisque quand on ne mange pas, on est en jeûne, on utilise ce que nous avons, on détruit ce qu'on a, le glycogène, le gras, les protéines, donc on est en catabolisme, et puis quand on mange, on mange pour vivre et pour stocker, pour faire de l'énergie pour les périodes de jeûne naturel, et donc on est en anabolisme, et c'est exactement ça. En quoi s'arrêter de manger et de boire pendant 13 heures est-elle une bonne chose pour l'organisme ou pas ? Alors, tout ce qu'on fait en médecine, en science, c'est un subtil équilibre, donc il y a des mauvaises choses et des bonnes choses. Moi, quand je me place en tant que médecin, j'ai des patients qui viennent me voir, qui ont des problèmes liés à leur surpoids, d'une accumulation de graisse dans leur foie, qui ont des problèmes de pression artérielle élevée, qui veulent maigrir, qui ont un prédiabète, et donc il faut leur trouver des solutions. C'est très compliqué, nous vivons dans un monde qu'on appelle obésogène, où tout nous pousse à trop manger. On fait peu de publicité sur le tabac, peu de publicité sur l'alcool, donc qu'est-ce qu'il reste ? Il reste la bouffe, et on nous pousse à manger. Regardez, partout on va vous pousser à manger, et de plus, à part les slogans légaux gouvernementaux, manger 5 fruits et légumes par jour, ce qu'on vous pousse à manger, c'est pas 5 fruits et légumes par jour, ce sont des aliments hypercaloriques, riches en sucre, riches en mauvais sucre, riches en mauvaise graisse, transformés, qui sont à l'origine, au moins partiellement, de l'épidémie de surpoids et d'obésité à laquelle on assiste dans le monde, un peu moins en France qu'ailleurs, mais également partout dans le monde, et qui est aussi associée, dans certains pays, à la survenue d'un plateau ou à une diminution de l'espérance de vie. Quand on dit à une personne de manger équilibré, tout de suite dans ses yeux, dans sa tête, va s'afficher « ou là je fais un régime », la frustration, et donc on n'y arrive pas. Si on y arrivait, ça se saurait. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et donc le jeûne intermittent est une des solutions qui permet de garder, à mon avis, une certaine liberté, moins de frustration pour améliorer son état de santé par l'alimentation dans ce monde obésogène dans lequel on vit. Si vous venez me voir en consultation et je vous dis, faites un régime, ce que je ne dis jamais, tout de suite vous allez vous sentir frustré. Et donc, le jeûne intermittent permet de garder cette liberté en changeant ses horaires d'alimentation et
simplement par le fait de changer les horaires d'alimentation, on va améliorer le métabolisme à consommation calorique équivalente. Quand on arrive à la fois à diminuer son apport calorique et qu'on a un surpoids, une maladie du foie gras par exemple, ou un prédiabète, et à améliorer l'horaire de son alimentation, on va avoir un effet qui va se multiplier l'un l'autre sur son métabolisme et probablement, ça s'est bien montré dans des modèles animaux, c'est plus compliqué à montrer chez l'homme, sur son espérance de vie. Les souris, par exemple, des souris chez qui on, même pas chez des souris, chez des hommes, on a montré en fait que une calorie prise le soir va apporter plus d'apport calorique en termes de métabolisme qu'une calorie prise le matin. Et c'est la raison pour laquelle, quand on fait du jeûne intermittent, il ne faut pas sauter le petit déjeuner. Parce que quand vous allez manger votre petit déjeuner, vous allez avoir des sécrétions hormonales d'insuline au moment où il y a un pic naturel, pas très élevé mais qui existe d'insuline, et au moment où vous aurez besoin le moins d'insuline pour métaboliser ce que vous mangez. Alors que quand vous prenez un repas le soir, et c'est tout le problème en fait, il faut qu'on en parle, du ramadan, vous prenez un repas tard le soir, d'autant plus si le jour se finit tard, vous allez avoir besoin le soir de beaucoup plus d'insuline que si vous preniez votre repas le matin. Et c'est toute l'importance de savoir, dans ce cas-là, comment je me réalimente après ma journée de jeûne. Ça, vous dites que dans votre livre, que c'est l'une des découvertes les plus importantes de ces dernières années, c'est qu'une calorie absorbée le matin, qu'il s'agisse d'une calorie de graisse, de sucre ou de protéines, n'est pas la même qu'une calorie prise le soir. Absolument, il y a eu quelques années, alors moi je le développe sur l'alimentation, mais la découverte des mécanismes du biorhythme, du cycle nictéméral, du cycle circadien a valu un prix Nobel. Il y a plusieurs horloges. Il y a une horloge biologique, il y a une horloge dans la tête, il y a une horloge qui est centrale, il y a une horloge périphérique qui est au niveau des organes, il y a une horloge liée à votre environnement, le jour-nuit que vous voyez. Si par exemple, il y a une très belle étude qui a été faite, vous prenez quelqu'un avant et après un jet lag. Vous récupérez son microbiote avant et après le jet lag. Ce n'est pas le même. Vous transférez ce microbiote à des souris qui n'ont pas eu de jet lag. La souris qui a reçu le microbiote de la personne après le jet lag va développer une résistance à l'insuline qui n'existait pas avant le jet lag. Bien sûr, la personne qui a un jet lag va récupérer, mais ça montre quand on a une discordance entre nos repas et l'horloge biologique naturelle, que ça peut avoir des conséquences métaboliques néfastes. Et je pense en particulier, bien sûr, aujourd'hui au ramadan, il faut faire attention, bien que le ramadan ne dure qu'un mois, même si un mois c'est déjà long, aux personnes qui travaillent la nuit, qui vivent à horaires décalés, où elles doivent faire d'autant plus attention à leur alimentation. Quels sont les secrets du biorhythme ? Les secrets du biorhythme, en fait, c'est... déjà, faut le connaître. On n'a pas tous le même biorhythme, mais globalement, il y a des règles. Chef d'orchestre, c'est le cerveau. Le chef d'orchestre, c'est le cerveau pour le biorhythme. Comment nous, on peut le faire ? On mange un peu le matin, et en fait, plus on a... Là, on sort du ramadan, mais normalement, pour respecter ce biorhythme, plus on avance dans la journée, moins on mange, pour améliorer son métabolisme. Après, et je suis le premier à le dire et à ne pas le faire, il y a des contraintes sociales, sociétales, familiales. On aime bien aller au restaurant le soir. Moi, le soir, je rentre, je retrouve mon chien, je retrouve mes filles, on dîne ensemble. Et par conséquent, je ne peux pas respecter ce jeûne intermittent. Vous pourriez, sauf que sociétalement, ça serait compliqué pour vous. Et puis, si ça entraîne une frustration, je vais être stressé, je vais fabriquer plus d'adrénaline, je vais fabriquer plus de cortisol et ça ne fonctionnera pas. Et donc, il faut adapter cette horloge biologique à votre propre mode de vie et le vérifier avec votre médecin si ça a un effet bénéfique sur votre état de santé. Vous pouvez le voir simplement par votre poids, votre pression artérielle, votre tour de taille et puis un peu par vos prises de sang.
Et quand tout ça, ça correspond, ça marche bien, vous serez en bonne santé. Et le jeûne intermittent vous permet, par exemple, vous faites un excès, eh bien le lendemain, vous faites votre jeûne intermittent, le surlendemain, et vous allez comme ça compenser cet excès par votre jeûne intermittent. Alors comment est-ce qu'on se réalimente à la rupture du jeûne ? Alors ça, c'est très important. Voilà, pour vous montrer que les personnes s'y intéressent beaucoup, des études très récentes ont montré que lorsqu'on jeûnait, dans certains cas, dans des modèles animaux, on pouvait prédisposer par un effet rebond à ce que des cellules du tube digestif s'orientent vers, en cas de mauvaise réalimentation, un état précancéreux. Comme s'il y avait un effet rebond de l'effet bénéfique du jeûne, parce que ça, toutes les études sont claires quant à l'effet potentiellement bénéfique du jeûne quand il est bien fait. Et donc, pour éviter cet effet rebond, il faut éviter un pic d'insuline extrêmement élevé, un pic protéique extrêmement élevé aussi. Et donc, il faut commencer tout doucement, par exemple, par des légumes, des jus de légumes. Après, c'est pas ma culture, mais dans mon livre, je parle de la shorba, voilà. Voilà, je vous vois tiquer un peu. Non, la shorba, c'est devenu la culture de tout le monde. C'est une soupe qui est en train de sortir de la communauté. Donc voilà, pour éviter en fait ce pic d'insuline. Et je pense, en termes médicaux, que reprendre son alimentation avec un jus de fruits, avec des dattes, avec des pâtisseries, est quelque chose, même si je vous vois sourire et tiquer, Philippe, qui risque de vous donner un pic d'insuline. Et si vous faites votre jeûne pour avoir un effet bénéfique sur votre santé, ça me semble illogique, puisque, moi je vous parle en tant que médecin, ça me semble illogique parce que vous risquez de perdre cet effet bénéfique. Il est bénéfique, c'est trop de sucre. Ouais, c'est trop de sucre. Alors, trop de sucre rapide. Si vous rompez votre jeûne avec une citerne de dattes et puis de jus de fruits... Non, mais sans tomber dans l'excès. Parce que c'est une ou trois dattes. Mais est-ce que si vous avez une ou trois dattes, vous aurez ma bénédiction. D'accord, donc voilà. Donc ça, une ou trois dattes, d'un point de vue médical... Vous avez ma bénédiction. On va dire qu'on conserve les bienfaits du jeûne. Oui, absolument. J'ai interrogé le professeur Gabriel Perlemutter en antenne pour savoir s'il avait déjà mangé de la shorba, mais oui. Vous savez de quoi vous parlez. Je sais de quoi je parle, sinon j'en parle pas. C'est bien. Je ne peux pas vous en dire plus. Professeur Gabriel Perlemutter, chef de service hépato-gastro-entérologique et nutrition à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart, qui publie Jeûner en mangeant, toutes les questions que l'on se pose sur le jeûne intermittent chez Flammarion. On va sortir un peu du sujet, mais alors il y a cette idée qui dit que de faire du sport à jeun, c'est une bonne chose. Vous avez une idée, vous, là-dessus ? Oui, alors moi je ne fais pas part simplement de mes idées, mais de la littérature. Par exemple, pour les personnes qui ont du mal à prendre leur petit déjeuner, je leur recommande de sortir leur chien, de faire leur tour du pâté de maison, d'aller courir un peu, de faire un peu d'activité physique avant de prendre leur petit déjeuner. Et comme ils vont mettre en route leurs muscles, les cellules souches musculaires vont être en route, ils vont puiser sur leurs réserves en glycogène pour pouvoir faire fonctionner ce muscle, puisqu'on a dit que le sucre et le glycogène, c'était l'essence de l'organisme, et puis ensuite, ils pourront manger, l'appétit va s'ouvrir, et l'organisme va pardonner beaucoup plus facilement les erreurs alimentaires. Comme vous êtes un homme sérieux, vous avez appelé votre dentiste pour préparer cette émission. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur ce qu'il voyait pendant le mois du Ramadan, votre dentiste ? Alors moi, je ne suis pas spécialiste des dents, mais je pense que c'est important quand on parle du Ramadan qu'on ne reste pas simplement sur le jeûne intermittent. Ce que mon dentiste préféré a observé, c'est que certaines personnes, en particulier quand il y avait des problèmes de dents avant le Ramadan ou de gencives, le fait qu'il n'y ait pas moins de flux salivaire du fait de l'absence d'alimentation pouvait augmenter le risque d'atteinte gingivale, d'atteinte dentaire, et par conséquent, je pense qu'une personne qui souhaite pendant un long moment, et le Ramadan c'est long, jeûner, doit faire attention avant de débuter le Ramadan. Donc aujourd'hui c'est un peu trop tard, mais on peut le faire par exemple le soir ou le matin, après ou avant le jeûne, de bien faire attention à son hygiène dentaire.
Bien se brosser les dents. Les dents, protéger ses gencives, humidifier la bouche, puisque l'absence de flux salivaire pourrait entraîner une augmentation de la présence de bactéries potentiellement néfastes pour l'hygiène bucco-dentaire. Le jeûne stimule également l'autophagie. L'autophagie, sujet passionnant, hein, vous en parlez longuement dans votre livre. Vous dites qu'avec le temps et avec l'âge, l'autophagie naturelle diminue. Oui, l'autophagie est un des mécanismes de notre organisme pour se débarrasser des composés trop toxiques de nos déchets qui sont inhérents à chaque cellule. C'est une sorte de poubelle. Et au fur et à mesure du vieillissement, cette autophagie diminue et donc on a de plus en plus de déchets toxiques qui restent en nous. C'est compliqué de stimuler l'autophagie. Mais le jeûne, par exemple, c'est un stimulant de l'autophagie. Et le jeûne est une excellente méthode pour stimuler l'autophagie. Et par ce mécanisme, c'est un des mécanismes par lequel le jeûne intermittent est efficace sur le ralentissement du vieillissement. On ne le voit pas naturellement chez l'homme, le vieillissement, parce qu'on vit trop longtemps pour montrer l'efficacité du jeûne intermittent sur le vieillissement, mais il y a ce qu'on appelle des facteurs, des marqueurs indirects qui sont associés au vieillissement, et ces marqueurs indirects montrent l'effet bénéfique du jeûne intermittent. C'est la première question que vous posez d'ailleurs dans votre livre. Pourquoi vieillit-on ? Pourquoi vieillit-on ? Oui, les mécanismes du vieillissement sont multiples. Il y a de l'inflammation qui apparaît, il y a des problèmes de communication entre les cellules, il y a l'activation de certaines voies inflammatoires et une mauvaise alimentation est un activateur de ces voies du vieillissement, et c'est la raison pour laquelle, quand on fait attention à son alimentation, on a un levier naturel, efficace, en dehors de tout traitement médicamenteux ou de complément alimentaire, pour limiter ou ralentir son vieillissement. Bien entendu, on ne va pas l'arrêter, puisque quand on arrête de vieillir, c'est qu'on est mort, mais on limite la vitesse du vieillissement. Quand on pratique un mode de jeûne, on active l'autophagie, notamment en inhibant la voie dite de la rapamycine. Oui, absolument. Donc là, on rentre dans des gros mots, voilà, mais non, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Il y a même la rapamycine est un antibiotique qui est aussi immunosuppresseur, qu'on utilise pour les personnes qui ont des greffes d'organes, et il y a des études en cours dans le monde pour voir si, en prenant de la rapamycine, on ne pourrait pas ralentir le vieillissement chez certaines personnes. Il ne faut pas se boulotter comme ça de la rapamycine, parce que dès qu'on fait quelque chose, ça peut avoir des effets indésirables. Mais il y a des études là-dessus, il y a d'autres médicaments, par exemple un médicament qui est extrêmement connu, prescrit depuis très longtemps pour les personnes qui ont un diabète, la metformine. Il y a des études très récentes qui ont été faites chez le chimpanzé qui montrent que la metformine ralentit le vieillissement du chimpanzé. Mais elle commence à être utilisée d'ailleurs, la metformine Voilà. Et c'est très intéressant parce que Autre part que pour le diabète. Autre part que pour le diabète, vous avez raison. Moi, je l'utilise assez facilement. Et c'est très intéressant l'histoire de la metformine, parce que je me souviens avoir été interne et on m'avait expliqué que la metformine ne servait à rien. Et je me souviens aussi avoir été chef de clinique, et dans certains congrès, on montrait que la metformine ne servait à rien sur la fibrose hépatique, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, tout dépend du critère de jugement que vous utilisez. Quand vous utilisez la fibrose hépatique, c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose, la metformine. Quand vous utilisez juste certains marqueurs pour le diabète, c'est vrai que ça ne sert pas à grand-chose. En revanche, quand on prend d'autres marqueurs et puis qu'on va un tout petit peu plus loin et on voit que la vérité médicale, elle bouge avec les connaissances qui varient, on voit aujourd'hui que c'est un excellent médicament, peu coûteux, et qu'on le donne beaucoup plus facilement qu'avant. On le voit sur certaines molécules qui étaient utilisées auparavant pour le diabète, qui sont devenues aussi des médicaments de perte de poids aujourd'hui, notamment chez les obèses. Absolument. Donc ça, ce sont ce qu'on appelle les agonistes GLP-1, qui sont des médicaments utilisés au départ pour le diabète et qui ont des effets sur tout l'organisme, qui permettent de diminuer l'appétit, qui permettent de protéger le foie, de protéger le cœur, de perdre du poids.
Ce sont des médicaments extrêmement coûteux, avec une prescription médicale limitée du fait du coût de ces médicaments, du fait aussi que on voit beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux et par conséquent certaines personnes qui n'en ont pas besoin prennent ce médicament. Faut bien comprendre parce qu'elles ont quelques kilos à perdre. Hein. C'est comme ça que c'est utilisé. Absolument, mais tout médicament peut avoir des effets indésirables potentiels. Si vous prenez ce médicament, vous faites une allergie, vous faites une inflammation du pancréas, vous faites des calculs biliaires, vous faites des nodules de la thyroïde. Oui. Pour perdre 3 kilos, je ne suis pas convaincu que le risque en vaille la peine. Enfin, quand je vous dis ça, je suis même convaincu que ça ne vaut pas la peine. Voilà. Mais c'est votre modération légendaire voilà. qui fait que vous atténuez le propos. Après plusieurs jours de jeûne, votre corps commence à produire de nouveaux globules blancs pour booster l'immunité. Ça, les anti-jeûnes, c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas trop, en parlant de ça. Alors, je vais prendre un peu de recul, je suis ni pro-jeûne ni anti-jeûne. Moi, je vous rapporte que ce qui se passe dans la littérature et la science... Alors, quand je lis votre livre, je sens que vous n'êtes pas anti-jeûne intermittent, hein, par contre. Absolument. Mais je suis, par exemple, anti-jeûne intermittent chez quelqu'un qui me dit, moi, je saute mon petit déjeuner et puis je mange comme ça, je fais mes 18 heures de jeûne, je dîne et puis jusqu'au lendemain déjeuner, je fais mon jeûne intermittent. Et donc, c'est justement, je pense que c'est à partir de ça, on ne respecte pas le biorhythme, où il risque d'y avoir tous les amalgames entre les personnes qui sont anti-jeûne, qui vont me sortir la seule étude qui montre que le jeûne a un effet néfaste, et justement le complotisme, c'est vouloir sortir justement le point qui va contre votre opinion, en étant aveuglé par son idée, sans voir l'autre côté où la science, c'est voir qu'est-ce qui est pour, qu'est-ce qui est contre et qu'est-ce qu'on peut en conclure ou ne pas en conclure. Mais à partir du moment où on est dans une position dogmatique, c'est anti-jeûne, il y a cette étude qui montre que ça ne fonctionne pas, on est dans le complotisme parce qu'on refuse de voir. Et donc, tout ça pour dire que si vous jeûnez le matin au petit déjeuner, je pense que c'est pas bien. Si vous choisissez d'alléger votre dîner ou faire du 5-2, au vu de la littérature scientifique, je pense que c'est bien et c'est ce que je recommande à mes patients. D'ailleurs, pendant le mois de Ramadan, il est recommandé de prendre son petit déjeuner et que c'est même le repas le plus important de la journée, le premier repas avant la reprise du jeûne d'ailleurs. Absolument. Et ça, c'est vraiment très bien. Et je pense, en tant que médecin, que le risque du ramadan, et c'est aussi pour ça que les études sont contradictoires quant à l'effet bénéfique du ramadan sur le métabolisme. Il y a beaucoup d'études qui montrent que ça a un effet bénéfique. Il y a aussi beaucoup d'études qui montrent que ça n'a pas d'effet bénéfique, voire un effet néfaste. Ça dépend du mode de réalimentation et je pense aussi, mais ça ce n'est pas publié, de l'heure à laquelle on se réalimente en fonction de la saison à laquelle tombe le ramadan. Il y a une idée reçue qui dit que sur le long terme, le jeûne fait grossir. Voilà, donc ça c'est aussi un lieu commun. Tout dépend comment vous faites votre jeûne, comment vous vous réalimentez. Ce qu'on sait, c'est que quand on perd du poids, c'est-à-dire qu'on fait une restriction. J'ai des patients qui font ça. Les personnes disent j'arrête de manger de sucre, je vais perdre du poids. C'est vrai. Les personnes qui arrêtent de manger du sucre n'auront plus d'essence, vont perdre du poids. Quand vous vous réalimentez, vous avez mis vos bactéries intestinales en carence. Et donc, en vous réalimentant juste normalement, les bactéries intestinales vont extraire plus de calories de votre alimentation et vous allez aboutir à un rebond, un effet yo-yo, et on le voit chez les patients, effectivement, prendre plus de poids que ce que vous aviez avant, alors que vous aviez fait attention. Et c'est aussi la raison pour laquelle les régimes, que moi je ne recommande pas, moi je ne recommande pas de régime, jamais, je prononce jamais ce mot-là en consultation, les régimes peuvent avoir, du fait de leur restriction trop importante, un effet néfaste sur l'organisme, tout le contraire de ce que vous voulez. Et la suite est dans votre livre, professeur Gabriel Perlemutter, Jeûner en mangeant, toutes les questions que l'on se pose sur le jeûne intermittent aux éditions Flammarion. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission et vous verrez la captation de cette émission sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous et Ramadan Moubarak.